Bonjour, on entend là? Ok. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce qu'on voit? Ok. Bon, alors bonjour et bienvenue dans ce live. Ça va durer 1 heure. On va faire la correction d'un DM qu'on a préparé et ensuite vous pourrez poser vos questions. On fera une sorte de petite FAQ. Donc je me présente. Moi, je suis Emma et sur le forum, c'est Emma Méloblast. Et je te laisse te présenter du coup. Salut tout le monde, donc moi c'est Enzo, je m'appelle Odonzo sur le forum et du coup on va vous faire ce live avec le DM qu'on avait mis sur le forum, donc j'espère que vous l'avez tous vu. Après on peut recommencer je pense. Ouais. Euh, Bon, du coup la première question c'était de légender le schéma. Donc, je crois que j'ai mis comme ça, ouais. Donc la première partie ça correspond à l'émail et la question A. Et la B, c'était le sément. Donc, en fait, c'était pour bien faire la distinction entre la couronne et la racine, donc la racine qui est composée du sément. Donc, on rappelle que la couronne, c'est la partie externe de la dent qui est visible au niveau de la cavité buccale. Et il y a deux types de couronnes. Il y a la couronne anatomique et la couronne physiologique. Il ne faut pas confondre les deux puisque la couronne anatomique, c'est vraiment avec la délimitation au niveau du collet qu'on voit ici. Et la couronne physiologique, c'est celle qu'on va voir dans la cavité buccale. Et donc là, ça dépend de la gencive. Elle peut être parfois plus petite que la que la couronne anatomique, puisqu'elle va venir un peu plus haut comme ça, et donc ça va être caché par la gencive. Et la deuxième partie, donc le B, c'est le sément, c'est la racine. C'est également la partie radiculaire de la dent, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et voilà. Donc la troisième partie, c'est la pulpe. Donc la pulpe, c'est là où il y a toute l'innervation et la sensibilité de la dent, puisque c'est là où il va y avoir tous les nerfs, les veines et les artères. Et donc c'est la partie sensible en fait de la dent. Ensuite, la lettre D est représentée. Donc ici, c'était l'os. Donc comme on est au niveau de la dent et des arcades dentaires, on parle de l'os alvéolaire. Et c'est là où est ancrée la dent. Et enfin, la lettre E qui était ici, ça représente donc le foramen. Le foramen, c'est le passage de la pulpe, en fait, donc au niveau de la dent pour rejoindre toutes les parties du corps. C'est ce qui se fait, la, ce qui fait la communication. Donc, il y a une question qui demande où se trouve la dentine. Alors, la A, en fait, là, c'était vraiment pour accentuer sur les parties externes. Mais après, effectivement, la couronne, qui est donc la A, elle est composée de deux parties, l'émail et la dentine. L'émail, c'est externe et la dentine, c'est interne. C'est divisé. Je ne sais pas si la réponse est claire ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu Emma, mais en gros, c'est la couronne, elle est composée de l'émail et de la dentine. Ok, donc ensuite, on va passer à la deuxième question. Donc, c'était toujours à propos du même schéma. Ouais, au pire, s'il te plaît. Du coup, ça va répondre à ta question, puisque on demandait si la lettre A était composée de l'extérieur vers l'intérieur, de la dentine, de l'émail et de la pulpe. Mais du coup, je pense on va faire un aller-retour. Et donc, du coup, c'était faux, puisque, comme je viens de dire, donc, la partie externe au niveau de la couronne, c'est l'émail. Ensuite, c'est la dentine. Et puis ensuite, c'est la pulpe, comme on voit le numéro C. La deuxième question, c'était la lettre B, donc au niveau radiculaire, est composée de l'extérieur vers l'intérieur de l'émail, de la dentine et de la pulpe. Et donc, du coup, c'était faux, parce qu'il ne faut pas confondre au niveau radiculaire, donc de la racine, c'est pas l'émail, le tissu externe, mais c'est du sément. Et donc, du coup, les tissus, c'était sément, dentine, pulpe.
Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Au niveau, donc, on a toujours la pulpe le plus à l'intérieur, entourée de la dentine. Et au niveau coronaire, on a donc l'émail. Et au niveau radiculaire, donc de la racine, on a le sément. C'est des questions qui peuvent d'ailleurs tomber. La prof, elle aime bien piéger sur ça. Ensuite, la lettre C, donc la pulpe, elle possède des parois légèrement extensibles. Donc là, la réponse était fausse, puisque les parois de la pulpe, ce sont donc la dentine. Et la dentine, c'est un tissu dur. Donc, il faut retenir qu'en fait, la cavité pulpaire, elle a des parois dures qui sont composées de la dentine et qui donc ne peut pas répondre au changement d'état de la pulpe. Donc, par exemple, si on a une dilatation de la pulpe, bah, ça va compresser la pulpe et donc c'est là où on va avoir mal à la dent. Et inversement, bah, si on a une contraction de la pulpe, bah, il y aura d'espace plus dans cette cavité. La question D, donc on nous demandait si le ligament dento-alvéolaire était en vert sur le schéma et s'il constituait le parodonte profond. Donc là, c'est vrai. On rappelle qu'il y a deux types de parodontes, le parodonte superficiel et le parodonte profond. Le parodonte donc profond est composé de ce ligament dento-alvéolaire qui est donc en vert, qui va permettre d'amortir les mouvements de la dent. Et il y a deux autres choses qui viennent en compte dans le ligament, dans le parodonte profond, pardon. C'est le sément, donc la partie externe de la racine, et l'os alvéolaire. Donc c'est vraiment en fait les trois choses qu'on voit ancrées dans l'os. Et le parodonte superficiel qui est composé de la gencive. Et enfin, la dernière question nous demandait si le schéma reproduisait une dent monocuspidée. Et donc là, c'était faux, parce que donc déjà, on rappelle ce que c'est une cuspide. C'est une élévation ou une pointe cuspidienne ou hémisphérique. En fait, c'est tout simplement les petites pointes qu'on voit sur nos dents. Et donc là, on voit sur la photo qu'il y en a trois. Je ne sais pas si on voit tu peux un peu la souris. Ah, voilà, c'est les trois pointes ici. Et donc, bah, du coup, c'est pluricuspidé. Et dans le cours, on a vu aussi que les molaires, donc les dents du fond, on a trois molaires, elles ont minimum trois cuspides. Et les prémolaires, elles ont minimum deux cuspides. Il y a une question qui demande comment on voit ici si on a affaire à une molaire ou une prémolaire. Ben ça, on n'a pas la réponse. C'était juste pour vous rappeler que molaire, c'était minimum 3 cuspides et prémolaire, minimum 2 cuspides. Mais bah, du coup, on peut avoir des prémolaires avec 3 cuspides et des molaires avec 3 cuspides aussi. Donc là, c'était juste pour faire la différence entre monocuspidé et pluricuspidé. Mais on a... Oui, voilà. Là, oui, de toute manière, je pense pas. Enfin, la prof, elle vous fera pas, elle vous demandera pas une photo d'une dent, elle vous demandera pas quelle dent c'est. Elle vous demandera plutôt les critères de la dent. Donc, par exemple, si c'est une molaire, est-ce que on peut avoir des, par exemple, si c'est une prémolaire, est-ce qu'on peut l'avoir en denture temporaire ou définitive, mais plutôt des choses comme ça. Ou les traits types, les sillons, des choses comme ça. Mais elle vous demandera pas la différence entre une molaire ou une prémolaire, par exemple. Par contre, il faut savoir que les prémolaires ont minimum 2 cuspides et les molaires minimum 3 cuspides. Donc ensuite, le troisième QCM, il nous demandait par rapport à la photo, donc si la dent A était une canine maxillaire gauche. Donc la réponse est faux, tout simplement parce que on se souvient que la droite du patient est et la droite, ça correspond à la droite qu'on décrit. Donc là, c'est du coup inversé par rapport à nous. Donc on est sur le cadran droit et pas sur le cadran gauche. Par contre, il s'agit bien d'une canine maxillaire, puisqu'on a deux incisives et ensuite une canine. Ensuite, la question B. Non, la question B, c'était la dent B correspond à la dent numéro 25 en nomenclature internationale. Donc là, il faut reprendre le système de nomenclature internationale, comment on compte les dents. Donc quand on part donc du cadran droit maxillaire, qui est le numéro 1, et ensuite on va au cadran gauche, qui est le numéro 2, maxillaire. Ensuite, cadran gauche 3, mandibulaire. Et au niveau mandibulaire droite, c'est le 4.
Ouais, c'est ça. En fait, on fait dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc, du coup, la dent B, elle correspond bien à la dent numéro 25, puisque le premier numéro correspond au cadran 2, donc qui est maxillaire droit, et numéro 5, bah, après, il suffit juste de compter. La première, enfin, c'est la cinquième dent, puisqu'il y a 2 incisives, une canine, une prémolaire, et c'est la deuxième prémolaire. Donc, la dent B correspond bien au numéro 25, et c'est une prémolaire. La question C nous demandait si c'était une dent de type canine. Donc là, c'était un piège un peu méchant parce que c'était bien une canine, mais par contre, les canines, c'est un trait de classe et pas un trait de type. Donc, il ne faut pas confondre, puisque les traits de type, c'est plutôt la deuxième, troisième, frontale ou latérale. La question D, ça nous demandait si la dent D est monocuspidée. Là aussi, c'était un piège pas cool puisque on est sur les incisives, donc il n'y a pas de cuspide. C'est un bord libre ou le bord incisif. En fait, simplement, c'est juste la ligne, le trait où on va déchiqueter les aliments. Donc ça, c'est des pièges qu'il faut faire attention. Les incisives, elles n'ont pas de bord libre, elles ont pas de, pardon, les incisives, elles n'ont pas de cuspide, elles ont que des bords incisifs ou bords libres. Et après, les canines prémolaires et molaires, elles ont des cuspides. Donc la canine, enfin, la canine, c'est une cuspide. Et après, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc les prémolaires, minimum 2 cuspides. Et les molaires, minimum 3 cuspides. La dernière question, c'était il n'y a pas de molaire visible sur cette photographie dentaire. Là, c'est peut-être, je ne sais pas si la prof elle vous demandera des choses comme ça, mais c'était un peu intuitif, je trouvais, pour apprendre sur la photo. Et du coup, euh, c'était quoi la question? Oui, du coup, c'est faux parce qu'on peut compter une molaire, puisque si dans le cours, on vous a dit qu'il y avait 2 incisives, donc on les compte ici, une, 2 incisives. Ensuite, c'est la canine, donc la canine, elle est là. Ensuite, il y a 2 prémolaires, donc hop, les 2 dents là. Et ensuite, là, les dents du fond, c'était des molaires. Donc, on en avait à peu près sur toutes les hémiarcades. Donc voilà. Ensuite, la question 4, il n'y a pas de question. Non. La question 4, donc, on nous demandait si il s'agissait d'une denture temporaire, toujours sur cette photographie. Donc, comme on l'a vu avant, il y a des prémolaires et des molaires. Donc, ça ne peut pas être une denture temporaire, puisqu'on rappelle qu'il y a la denture temporaire et la denture définitive. La denture temporaire, c'est quand on est enfant, et là, on a donc 5 dents par hémiarcade, c'est-à-dire 10 par arcade et 20 au total, alors que quand on est en denture définitive, il y a 7 dents par hémiarcade, donc avec les prémolaires et les molaires. Et donc, après, ça fait le reste. Ensuite, on nous demandait si la denture était l'état d'un nombre de dents à un moment donné. Donc là, c'est vrai. C'était pour faire la différence avec la dentition, qui est donc pas un état, mais euh, un moment, un moment ouais, en évolution. Voilà. Euh, Ensuite, la question C, c'était la face vestibulaire des dents est visible. Donc là, c'est vrai, puisque la face vestibulaire, c'est l'espace entre l'émail et les joues. Donc, en fait, bah, c'est tout ce qu'on voit. La face vestibulaire, c'est la face la face du sourire et qui s'oppose à la face palatine ou linguale qui est dans la cavité buccale. La question D, c'était la flèche indique le collet anatomique de la dent. Donc, c'est faux, c'est le collet physiologique, puisque le collet physiologique, c'est celui qu'on voit à l'examen clinique. Donc, c'est quand on observe la bouche, là, c'est celui qu'on voit. Et le collet anatomique, c'est celui qui fait vraiment la différence entre la couronne et la racine, donc le sément, comme on l'a vu au début du cours, enfin du live. Et la question E, on nous demandait s'il s'agissait d'une photo d'une occlusion dentaire. Et donc là, c'est faux, puisque l'occlusion dentaire, c'est, comme on l'a vu dans la tutre rentrée, un rapport interarcade défini par au moins un point de contact entre les dents maxillaires et mandibulaires. Et par extension, c'est toute situation de contact interarcade. Donc en fait, c'est quand les dents se touchent. Et du coup, c'est faux. Et normalement, il y a une photo après. Voilà. Ça, c'est une photo d'occlusion, alors qu'avant, les dents étaient écartées, donc ce n'était pas une occlusion dentaire. Ensuite,
QCM5, on vous demandait donc de légender ce schéma. Ah, pardon. Là, il y a une question qui demandait s'il y avait juste un seul point de contact, si ça aurait été vrai. Et du coup, oui, puisque c'est la définition que c'est minimum un point de contact. Donc, par exemple, si tu n'as que les molaires qui se touchent, mais pas les dents de devant, c'est une occlusion dentaire. Ok, parfait. Du coup, QCM5. Donc là, c'était pour vous faire travailler les faces des dents. Donc, je pense que normalement, si tu fais celui-là, voilà. Donc, la première face, c'est la première flèche. On va faire en descendant. C'est la face donc, distale, puisque c'est celle qui se situe du côté intérieur de la bouche. Et elle s'oppose à l'autre face qu'on verra après. Ensuite, la deuxième flèche, c'est la face occlusale. Donc là, c'est la face de travail. C'est là où les aliments vont se broyer avec toutes les cuspides, les sillons et tout ça qu'on verra dans la question d'après. L'autre face, c'était la face linguale, puisqu'on était au niveau mandibulaire. On voyait qu'il y avait la langue. Et il faut faire attention parce que quand on est au niveau maxillaire, c'est le palais et pas la langue. Et donc, on parle d'une face palatine. Mais les deux correspondent plus ou moins à la même chose, en fait, parce que c'est la partie intérieure. La troisième face, c'est la face mésiale, donc qui s'oppose à la face distale. Et là, c'est la face qui est la plus proche de l'extérieur. Et la dernière face, c'est la face vestibulaire qui s'oppose donc à la face linguale ou palatine. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est celle qui est entre donc, la dent et la joue. Et donc, c'est les faces du sourire aussi. Quelques questions? Non, c'est bon. Bon, donc, la QCM6, c'était toujours dans l'anatomie avec les traits. Donc, la question A, c'était donc le sillon principal périphérique, puisque déjà, ah oui, on va localiser la dent avec les côtés. Donc, on voit que la face distale, elle est à droite et la face mésiale, elle est à gauche. Donc, ça veut dire que la face vestibulaire, elle est en haut et la face linguale palatine, elle est en bas. Donc, ça veut dire qu'on est sur une dent où il y a, imaginons le mandibulaire, la langue, elle est en bas au niveau lingual palatine. Le devant, c'est au niveau mésial et au niveau distal, c'est le fond. Donc, le niveau mésial est en contact avec l'extérieur et le niveau distal est en contact avec l'intérieur du corps. Donc, c'est après où ça va déglutir. Et donc, du coup, le sillon en vert, c'est le sillon principal périphérique, puisqu'il est sur le côté de la dent et il part vers la face vestibulaire. Mais également, de l'autre côté, on l'a aussi vers la face linguale. En fait, ils partent vers l'extérieur des dents. Le deuxième réponse, c'est les lobes dentaires. Donc, eux, ils sont définis par les différents sillons, notamment les sillons principal périphériques et les sillons secondaires. Et c'est au niveau donc, des lobes et des cuspides. Le troisième sillon, c'est le sillon secondaire. Donc, comme j'ai dit, il va diviser donc, la face, les cuspides en lobes. Et c'est des petits sillons en fait qui divergent un peu partout et qui remontent pour donner des trous dans la dent et faire passer les aliments. Donc le troisième sillon, c'est le sillon principal central. C'est donc celui qui va aller d'une dent à l'autre un peu. Il fait comme un trait d'arcade un peu entre toutes les dents. Il y a une question, donc lobe égale pan, ou c'est pas du tout la même chose. Alors oui, c'est globalement la même chose. C'est plutôt que le pan, ça va être toute la face qui va diviser la cuspide. Donc on a notre cuspide qui donne 4 pans avec les arêtes. Et le lobe, ça va être plus petit. Par exemple, tu pourrais avoir 2 lobes dans un pan. Parce que les lobes, ça va dépendre de tes sillons secondaires. Oui, voilà. C'est une petite division du pan. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais par exemple, mince. Là, ton pan, ça représente tout ça, toute cette partie-là. Et le lobe, par exemple, tu peux avoir un lobe ici et un lobe ici, tu vois. Il y a plusieurs lobes. Et en bleu, c'est pas les fossettes. Alors non, justement, les fossettes, elles sont ici. Parce que, donc là, on est sur la face occlusale, donc sur la partie travaillante avec donc, les différents sillons. Et là, c'est sur le côté de la dent.
Et donc, les fossettes, elles sont sur les côtés de la dent. Il y a les fosses. Donc, les fosses, là, je ne vous ai pas demandé, mais en gros, elles sont ici, ici. C'est tout le rassemblement des sillons. Et les fossettes, c'est sur la partie verticale de la dent. Je ne sais pas si c'est clair. Et avec cette image, on peut juste expliquer arête, crête et versant. Alors oui, donc les arêtes, elles sont ici. Là, donc, elles divisent les pans. Donc là, c'est globalement un peu les lobes. En fait, les arêtes, elles rejoignent les cuspides et elles se séparent en deux. Les crêtes, elles sont là, par exemple. Ça, c'est une crête. Donc, le crête, c'est le rassemblement. Donc, c'est soit deux pans de chaque côté, donc deux versants, pardon, qui vont former une crête. Donc, le versant externe et le versant interne, ils forment la crête qui est ici. Et voilà. En fait, le versant, c'est le côté interne ou le côté externe. Et il faut le voir qu'ils vont, donc les versants ils vont se rejoindre comme une montagne. Et comme je disais dans la tuto rentrée, justement, il faut imaginer comme une crête, comme quand on était, quand on fait une crête avec les cheveux. En fait, ça se remonte et ça forme une crête, comme une crête de poulet, quoi, par exemple. C'est comme ça que je l'avais retenu, moi. Et donc, du coup, là, ça, par exemple, c'est la crête, ici, avec le versant externe, le versant interne. Ok. Et les arêtes, elles sont là, donc elles divisent la cuspide. Bon, j'espère que vous avez pu visualiser. Sinon, vous posez des questions, même sur le forum, hein, n'hésitez pas. Le QCM7, donc c'était à propos de l'odontogénèse. Les étapes du développement dentaire sont successivement bourgeon, cupule, cloche. Donc la réponse était vraie. Je vous ai remis le schéma. Donc on voit qu'on part de l'épithélium, le placode, et ensuite on a donc le bourgeon, la cupule et le cloche, avec progressivement la formation du cylindre qui va se creuser et donner toutes les étapes successives. La deuxième question, c'était le développement dentaire est mis en place par l'épithélium odontogène et l'épithélium oral. Donc c'est vrai, puisqu'on a vu à la tuto rentrée que c'était une cinétique qui était programmée entre ces deux épithéliums, sachant que l'épithélium oral s'appelle aussi épithélium buccal. Voilà, après, il n'y a globalement pas grand-chose de plus à dire. On nous demandait aussi si le développement dentaire dépendait des cellules ectomésenchymateuses et ectodermiques. C'est vrai. Euh, voilà, c'est une origine ectomésenchymateuse. Et du coup, ça reprend la dernière question. Seules les cellules ectodermiques du premier arc pharyngé permettront le développement dentaire. C'est vrai aussi, puisque vous avez dû voir dans vos précédents cours qu'il y a plusieurs arcs pharyngés. Mais nous, ce qui nous concerne ici pour l'odontologie, c'est que le premier arc pharyngé, puisque c'est à partir de lui qu'on va avoir le développement de la dent. Bon, là, globalement, c'est les quelques questions qui vont suivre, ça va être que du par cœur. Faut juste retenir. Du coup, la huitième question concerne l'épithélium odontogène et s'il apparaît au 28e jour. Donc là, c'est faux. Je vous ai remis le petit tableau avec les images pour que vous visualisez bien. Au 28e jour, c'est la division, la prolifération des cellules et le dédoublement en procès maxillaire et mandibulaire. Et au 30e jour, l'épithélium odontogène apparaît. Donc, c'est que après. Ça, c'est franchement, les jours, c'est peut-être un peu chiant comme ça à apprendre, mais c'est vraiment important parce que la prof, elle peut facilement demander et en plus, c'est les étapes de développement, donc faut les apprendre. Désolé. La deuxième question, c'était le bourgeon nasal est un tissu du bourgeon céphalique antérieur. Bon, là, je pense pas que la prof vous demande ce genre de QCM, mais en gros, c'est pour bien retenir les noms. C'est le bourgeon céphalique antérieur qui est issu du bourgeon nasal, puisque on l'a vu, on a le bourgeon céphalique antérieur là, au 35e jour et qui devient bourgeon nasal pour donner d'après le développement du nez. Et en dessous, on a les procès maxillaires et mandibulaires. Troisième question, donc l'épithélium odontogène est formé par 3 sites d'épithélia, maxillaire inférieur, mandibulaire supérieur et le bourgeon nasal inférieur. Donc, pourquoi maxillaire inférieur? Parce qu'en fait, il faut juste, pour ne pas mélanger maxillaire inférieur ou maxillaire supérieur et mandibulaire inférieur, mandibulaire supérieur,
faut visualiser juste. Vous voyez que vous avez votre bouche avec le maxillaire et mandibulaire. Et il y a un maxillaire supérieur et un maxillaire inférieur. Mais nous, comme on est en bas, je sais, ouais, globalement, c'est ceux qui vont se toucher, donc le maxillaire inférieur et le mandibulaire supérieur et le bourgeon nasal inférieur. Moi, je me disais vraiment plus sur les dents. Oui, voilà. C'est ça. À la mandibule, en fait, les dents sont en haut et en fait, au maxillaire, donc l'os d'en haut, les dents sont plus en bas. Ouais, C'est juste voilà. ça, en fait. Et du coup, Mais c'est vrai que des fois, c'est des pièges. C'est un maxillaire supérieur, mandibulaire inférieur, donc il faut faire attention. Et la troisième question, donc au 38e jour, l'épithélium monotogène du stomat d'homme est continu. Et là, c'est vrai, puisque après, on va avoir donc l'épithélium monotogène maxillaire qui est composé donc de 4 épithélias, donc les 2 du procès maxillaire et les 2 du bourge nasal, et l'épithélium monotogène mandibulaire qui est de 2 épithélias pardon, au niveau des procès mandibulaires. En fait, c'est juste la fusion, comme vous voyez sur la dernière image, de tous les procès qui vont former donc, une ligne continue maxillaire et une ligne continue mandibulaire. QCM9, donc là, c'est pareil, c'est une chose qu'on a vue à la toute rentrée. Faut juste, en gros, c'est l'épithélium oral qui est donc ici et l'épithélium odontogène au milieu. Comment on fait la différence entre les deux? Parce que l'épithélium odontogène, il apparaît comme une augmentation de l'épithélium oral. On voit qu'il est presque le double, alors que l'épithélium oral est composé de 2 à 3 strates cellulaires. Et le dernier, c'est le tissu ectomésenchymateux. Bon, là, vous auriez pu mettre aussi cellules ectomésenchymateuses, mais en gros, c'était juste pour montrer que c'était le tissu qui était sous les épithéliums. Et on voit donc la densification cellulaire juste en dessous de l'épithélium monotogène, qui permet aussi de localiser donc l'épithélium monotogène. Et c'est à partir de ça qu'on va avoir le développement dentaire. Et donc après, comme on l'a vu, donc le développement dentaire, il donne plusieurs stades. Donc là, on commence avec on parle du stade de cupule âgée. Et on nous dit que les cellules étoilées deviennent réticulum de remplissage. Bon, là, c'est pareil, c'est un QCM un peu barbare, mais que je ne pense pas que la prof vous demande. Mais en gros, c'est les cellules de remplissage qui deviennent réticulum étoilé. Et ça, c'est bien un stade de cupulagé. Ensuite, la papille ectomésenchymateuse apparaît avec une vascularisation et une innervation donc, au stade de cupulagé. C'est vrai. Puisque ça, on l'a vu aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que l'épithélium odontogène, il va s'enfoncer dans le tissu ectomésenchymateux, former un cylindre, comme on voit sur l'image. Et ce cylindre, il va se diviser un peu pour donner cette forme finale de cloche. Et il commence à se diviser donc, au stade de cupule, et notamment au stade de cupulagé. Et donc là, on voit vraiment une partie à l'intérieur au niveau de la flèche rouge. Et c'est ça, en fait, la papille ectomésenchymateuse. Avant, c'était juste une ligne. Troisième question, donc les nœuds de l'émail secondaire apparaissent. Au stade de cupulagé, c'est faux, puisque les nœuds de l'émail, ils apparaissent soit au stade de cupule jeune, et là, c'est les nœuds d'émail primaire, et sinon, c'est les nœuds d'émail secondaire, mais qui apparaissent au stade de cloche. Et la dernière question, c'est les cellules de l'épithélium dentaire interne s'allongent. C'est vrai. Je vous ai mis les cellules là, ici, en bas, là. Et vous voyez qu'après, elles vont s'allonger progressivement avec le temps. Donc, je me cache. Du coup, à propos du stade de cloche, donc la partie épithéliale prend le nom d'organe de l'émail, c'est faux. C'est à partir du stade de cupule jeune. Mais là, globalement, je vais aller vite parce que c'est du par cœur en plus. Donc, il ne faut juste pas confondre en fait, les différents stades. Les cellules ectomésenchymateuses en face de l'épithélium dentaire interne se transforment en odontoblastes. C'est faux. Et ça répond donc à la question d'en dessous, avec les cellules de l'épithélium dentaire interne qui se transforment en améloblastes, en odontoblastes. C'était la question, je crois. Ah non, bon. Bref, les cellules ectomésenchymateuses, en fait, elles se transforment en odontoblastes. Et c'est les cellules de l'épithélium dentaire interne. Ah oui, d'accord. Les cellules ectomésenchymateuses, elles deviennent odontoblastes, et les cellules de l'épithélium dentaire interne qui deviennent améloblastes. Ectomésenchymateuse, odontoblast, c'est la dentine, et épithélium dentaire interne, améloblaste, c'est l'émail.
Donc, au stade de cloche, la crypte osseuse se cloisonne et devient gouttière osseuse. Bon, du coup, là, j'avais pas vu, j'ai fait une faute au niveau de la correction, mais c'est faux, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est au stade de cupule âgée, il me semble. Et la question D, c'est la gaine épithéliale d'Hertwig apparaît dans la partie épithéliale périphérique, c'est vrai, puisque la gaine épithéliale d'Hertwig, ça va être la juxtaposition des épithéliums dentaires internes et externes et qui vont donner les futures racines. La question 12, donc, elle parle du stade de cupule jeune. Donc, on nous demande si le striatum intermédium apparaît au stade de cupule jeune. C'est faux, il apparaît au stade de cloche. C'est la dernière apparition de couches de cellules. La question B, les épithéliales dentaires se forment internes et externes au stade de cupule jeune. C'est vrai, on ne les a pas avant. Au stade de bourgeon, il n'y a pas ces épithéliales dentaires. Voilà. Question C, le nœud de l'émail primaire apparaît au stade de cupule jeune. C'est faux, il apparaît au stade de bourgeon, mais il est toujours présent au stade de cupule jeune et il disparaît au stade de cupule âgée. Question D, le sac folliculaire commence à s'organiser sous forme de strates cellulaires inorganisées. C'est vrai, puisque comme on le voit sur la photo, la photo histologique, on a cette division qui s'opère et le sac folliculaire, on a les cellules qui vont se rapprocher de la partie ectomésenchymateuse et donc on commence à avoir une différenciation. Et du coup, je vous laisse avec Emma. Bonjour. Alors du coup, on continue le QCM avec le QCM 14, donc, à propos de la dentinogénèse, donc la formation de la dentine par les odontoblastes. Donc l'item A, c'est la dentine est de couleur blanche. Elle est visible par transparente lorsque l'émail est translucide, donc parfaitement minéralisé. Ça, c'est faux, c'est un piège qu'il faudra retenir. La dentine est de couleur ivoire. L'émail, quand il est translucide, est parfaitement minéralisé, ça c'est bon. Mais par contre, on voit par transparence la dentine, mais de couleur ivoire. Pour l'item B, on dit que la dentine est une structure minéralisée, parcourue dans sa longueur par des dizaines de milliers de tubules parallèles entre eux. Ça, c'est vrai, c'est dans la leçon texto. Ensuite, l'item C, ces tubuli, ils ont une section arrondie et ils peuvent s'oblitérer, donc se boucher, par des phénomènes de minéralisation intratubulaire. Vous l'imaginez, c'est vrai. Ça, pareil, c'est dans le cours. Et en gros, donc, on voit qu'il y a une différence entre les tubuli de l'émail et de la dentine, avec l'émail qui est beaucoup plus structuré avec une section hexagonale et la dentine qui a des tubuli vraiment à section arrondie et qui peuvent du coup s'oblitérer, se boucher. Ensuite, l'item D, on parle des tubules, donc toujours. Ces tubules, on dit qu'ils parcourent l'ensemble de l'épaisseur de la dentine, donc de la pulpe jusqu'à la jonction amélodentinaire au niveau de la racine et jusqu'à la jonction dentine-sément au niveau de la couronne. Là, c'est faux puisque j'ai inversé. En réalité, la jonction en fait se fait donc de la pulpe jusqu'à la jonction amélodentinaire au niveau de la couronne et du coup amélocémentaire, dentino-sémentaire au niveau de la racine, puisque la racine, elle n'est pas recouverte par de l'émail, mais par du sément. Du coup, l'item E, c'était faux. Pour le QCM 14, donc toujours à propos de la dentinogénèse, indiquez là où les propositions exactes. La différenciation des odontoblastes suit un gradient temporospatial précis. Ça, c'est très important. C'est vrai, c'est comme la mélogénèse, ça suit un gradient temporospatial. L'item B, du coup, donc cette différenciation commence au sommet de la cloche et se dirige du coup vers la zone cervicale, qui s'appelle aussi la boucle cervicale. Ça, c'est un peu comme l'item A, ça se rejoint du coup. Il y a un gradient temporospatial et donc là, on nous dit dans l'item B que cette différenciation commence au sommet de la cloche et se dirige vers le bas, vers la zone cervicale, la boucle cervicale. C'est du coup vrai. Ensuite, du coup, l'épithélium dentaire interne, il est séparé de la papille ectomésenchymateuse par la membrane basale. Ça, c'est vrai. On a même vu la description de cette membrane basale. Et du coup, quand on a vu cette description de membrane basale, ça rejoint l'item D. On voit qu'elle est composée de 3 couches. Il y a la lamina lucida, la lamina fibroreticularis et la lamina densa. Voilà. Il n'y a pas de question. Ok, toujours à propos de la différenciation odontoblastique. Donc là, c'est plus la dentinogénèse en général. On se porte vraiment sur la différenciation odontoblastique. Et donc, on va nous demander ce que c'est. Donc, l'item A, c'est la différenciation odontoblastique permet la formation d'un pré-odontoblaste. Ça, c'est vrai.
Pour rappel, la différenciation odontoblastique, elle va faire un pré-odontoblaste et c'est la polarisation odontoblastique qui va transformer ce pré-odontoblaste en odontoblaste. Ensuite, du coup, l'item B, c'était donc du coup les étapes de la différenciation odontoblastique. On veut savoir si du coup, quel ordre est le bon. Et du coup, le bon ordre, c'est le D. Donc, c'est qu'en fait, il y a un arrêt de la prolifération cellulaire qui va être suivi de l'augmentation de la taille des cellules, puis de leur accrochage par leur membrane plasmique aux fibrilles d'ancrage. Et tout ça, c'est du coup la différenciation odontoblastique qui va permettre de faire un pré-odontoblaste. À propos de la dentinogénèse, donc QCM16, indiquez là où les propositions exactes. Donc l'item A, c'est du coup le prolongement odontoblastique contient une grande variété d'organites de synthèse. Ça, c'est dans la leçon. Si vous avez bien lu, normalement, vous avez retenu que non. Il ne contient pas d'organites de synthèse, sauf quelques mitochondries, mais c'est vraiment négligeable. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'en contient pas. Ensuite, l'item B, donc à la limite entre le corps cellulaire et le prolongement odontoblastique, de nombreux filaments d'actine et de vimentine viennent se fixer sur la face externe de la membrane plasmique pour former la toile terminale. Ça, c'est tout vrai sauf l'item, ce que j'ai marqué externe, c'est faux, c'est interne, parce que sinon, ça ne peut pas faire un filtre en fait, à l'intérieur de la cellule si c'est sur la face externe. Et du coup, c'est faux, donc c'est la face interne. L'item C, du coup, la toile terminale va fonctionner comme un filtre qui va maintenir dans le corps cellulaire les organites de grande taille, comme le Golgi, le réticulum endoplasmique granuleux et les grosses mitochondries, mais aussi les vésicules. Ça, c'est pareil, tout est vrai sauf les vésicules, parce que les vésicules sont de petite taille et donc elles peuvent passer, donc ça peut être des vésicules de sécrétion ou bien des vésicules d'endocytose. Je rappelle qu'au niveau du coup de cette toile terminale, les vésicules, elles vont passer au centre puisque la toile en fait sera un petit peu plus lâche à ce niveau. Et enfin, du coup, l'item D, l'apparition des jonctions interodontoblastiques va conduire à la formation de plusieurs couches cohésives de cellules. Ça, c'est faux, on le dit, c'est une monocouche odontoblastique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une couche avec toutes les cellules qui sont alignées entre elles, donc il n'y a pas plusieurs couches cohésives, il y en a une seule. C'est une couche cohésive de cellules qu'on appelle du coup la monocouche d'odontoblaste. On passe au QCM17. Toujours à propos de la dentinogénèse, on nous demande dans l'item A, les constituants de la prédentine sont sécrétés autour des prolongements odontoblastiques. Ça, c'est vrai. Ensuite, donc, les constituants de la prédentine sont sécrétés entre les fibrilles d'ancrage. C'est vrai aussi. En fait, c'est les deux sites de sécrétion. Moi, je le fais avec ma main comme ça. Je me dis ça, c'est l'odontoblaste. Soit c'est sécrété entre les... donc, soit c'est sécrété en fait autour des prolongements odontoblastiques, donc entre les doigts, ou soit c'est sécrété au niveau des fibrilles d'ancrage. Donc, la membrane basale, vous savez qu'elle a des fibrilles d'ancrage. Donc, c'est plus en haut. Voilà, donc ça fait un odontoblaste. Voilà. Ensuite, on dit donc dans l'item C qu'une fois sécrétée, la prédentine va subir une maturation, puis elle va se minéraliser. Donc, on va faire une minéralisation pour former la dentine. Et c'est encore une fois vrai. Et enfin, du coup, l'item D, c'est que l'interface entre la prédentine non minéralisée et la dentine qui est déjà minéralisée va être appelée le front de minéralisation. Et ça, c'est vrai, on l'a vu dans le cours. En fait, il y a une couche de prédentine qui n'est pas encore minéralisée et la dentine qui est minéralisée. Et en fait, les odontoblastes vont progresser petit à petit. Et cette zone de progression où va se faire la minéralisation, on l'appelle ça le front de minéralisation. Hop. Pour le QCM18, un petit schéma, donc il faut savoir ce que c'est. Donc on nous dit du coup dans l'item A, à propos de ce schéma, est-ce que le 2 correspond au corps cellulaire? Et c'est vrai, c'est le corps de la cellule, donc jusque-là, tout va bien, tout est logique. Ensuite, l'item B, c'est que le petit 1 correspond au prolongement de Tom. Et si vous avez tout bien suivi, vous savez que le prolongement de Tom, c'est pour l'améloblaste. Et là, on est sur un odontoblaste. Et du coup, ce n'est pas un prolongement de Tom, c'est un prolongement odontoblastique, puisque le prolongement de Tom va concerner du coup les améloblastes qui sont, eux, responsables de la synthèse et de la sécrétion de l'émail. Ensuite, du coup, on nous dit dans l'item C que le petit 3, c'est la ramification du prolongement, ça c'est vrai. Et ensuite, dans l'item D, on nous dit qu'il s'agit d'un pré-odontoblaste, et c'est faux, il s'agit d'un odontoblaste. On voit que là, le prolongement est déjà fait,
que le noyau a été repoussé, que le Golgi et tout sont au-dessus en fait, du noyau, sont en supranucléaire, on dit. Donc, du coup, le fait qu'il y ait une polarisation et qu'il y ait le prolongement, on sait que c'est un odontoblaste et plus un préodontoblaste. Hop. Du coup, pour le QCM19, toujours à propos de la dentinogénèse, indiquez là où les propositions exactes. Donc, le calcium transite via le cytoplasme odontoblastique puisqu'il ne peut pas passer entre les odontoblastes. C'est vrai, les odontoblastes ils sont bien unis entre eux et du coup, le calcium va être obligé de transiter en passant par le cytoplasme. Il y aura plusieurs moyens d'entrée, plusieurs moyens de sortie qu'on a détaillés, mais du coup, il ne peut pas passer entre. Il va devoir du coup forcément en fait à chaque fois transiter via le cytoplasme. Et voilà. Ensuite, dans l'item B, on nous dit les vésicules matricielles sont composées d'une membrane à 3 feuillets. Ça, c'est faux, c'est une membrane à double feuillet. Ça, on l'a vu, du coup, il y a une double feuillet avec des phospholipides membranaires, etc. Et c'est à l'intérieur de ces vésicules matricielles, d'ailleurs, pardon, non, qu'est-ce que je voulais dire non, mais en gros, du coup, ces vésicules matricielles, elles sont composées d'une membrane à double feuillet, parce que je ne sais pas si ça existe 3 feuillets même dans l'organisme. Voilà, c'était un petit piège un peu bête, voilà, mais il est là. Ensuite, du coup, l'item C. Donc, les cristaux d'hydroxyapatite de formule CA10PO4,6OH2 peuvent se former directement dans les vésicules matricielles. Donc, ça, c'est ce que j'ai failli dire tout à l'heure. Mais du coup, oui, c'est le cas. C'est vrai. Il faut bien retenir la formule de l'hydroxyapatite CA10PO4,6OH2 parce que ça peut tomber et ça va tomber. Donc voilà. Et donc oui, à l'intérieur de ces vésicules matricielles dont on a parlé juste avant, qui ont 2 feuillets, va se faire la formation en fait des cristaux qui vont ensuite bourgeonner et puis ensuite se répandre entre les fibres de collagène pour former. Hop, attends, il y a un souci. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, il existe 2 endroits différents de sortie du calcium. Ça, c'est vrai. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure avec le schéma de la main, le calcium, il peut sortir entre les fibrilles d'ancrage ou bien autour des prolongements odontoblastiques. Pour le QCM20, du coup, à propos de l'amélogénèse, indiquez les propositions exactes. Donc, on nous dit dans l'item A que l'émail contient 96% de minéraux, 3,2% d'eau et 0,8% de protéines. Les pourcentages sont à retenir, c'est important. Et du coup, c'est vrai. Ensuite, on nous dit dans l'item B que l'émail est organisé en prismes et en substances interprismatiques. Ça, c'est encore vrai. Ensuite, dans l'item C, on nous dit que le radical hydroxyle de l'hydroxyapatite, le radical hydroxyle, c'est OH. Et du coup, on nous dit qu'il peut être substitué par des ions fluor. Et c'est encore vrai, je l'avais dit dans la vidéo de la tuto rentrée. En fait, les dentifrices sont au fluor parce qu'ils vont interagir avec ces radicaux hydroxyles et conférer du coup à la dent une résistance accrue à l'attaque acide pour prévenir par exemple la formation des caries. Et ce radical hydroxyle, donc il peut être substitué par des ions fluor, ça c'est vrai, mais aussi par des ions carbonates. Voilà. Et ça fait du coup de l'hydroxyapatite carbonatée. Et enfin, du coup, l'item D, on nous dit l'amélogénèse, comme la dentinogénèse, va suivre un gradient temporo-spatial de différenciation. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure en répondant au QCM du coup, sur la dentinogénèse. Mais du coup, dentinogénèse comme amélogénèse vont suivre un gradient temporo-spatial de différenciation. Ensuite, à propos de l'amélogénèse, indiquez du coup quelle proposition est exacte. Là, c'est presque un QRU en vrai. Mais du coup, voilà, donc à côté, je vous ai mis donc à droite plein de chiffres avec du coup les étapes de l'améloblaste, de la vie d'un améloblaste. Et c'est à vous de remettre tout en ordre. Et du coup, je vais passer directement à la correction pour vous dire du coup que les étapes de l'amélogénèse du coup sont à retenir. C'est important de savoir par quelle phase va passer l'améloblaste pour bien comprendre le phénomène de la formation de l'émail. Et du coup, on a en premier un préaméloblaste, puis un améloblaste pré-sécréteur, ensuite un améloblaste sécréteur sans prolongement de tome, puis avec prolongement de tome, et enfin un améloblaste de transition, puis de maturation, et en tout dernier de protection. Protection, on en parle très très peu, mais un petit peu à la fin, c'est vraiment quand la dent en fait, va sortir dans la bouche, ça va être responsable avant de cette sortie de le protéger, du coup jusqu'à ce que la dent j'allais dire éclos, mais ça éclot pas une dent, soit sorti. Voilà, il fait son éruption.
Hop, du coup, QCM numéro 22, à propos de l'amélogénèse, indiquer les propositions exactes. Du coup, l'améloblaste sécréteur avec prolongement de tome est responsable de la sécrétion d'émail aprismatique. C'est faux, c'est l'améloblaste sécréteur sans prolongement de tome. Ensuite, du coup, donc l'item B, c'est dans l'émail aprismatique, les cristaux n'ont pas d'orientation particulière. Ça, c'est texto court, c'est vrai. L'émail, il est aprismatique, donc il n'a pas de prisme, donc il n'a pas vraiment de forme ni d'orientation. Ensuite, l'item C, du coup, l'améloblaste sécréteur avec prolongement de tome toujours est responsable de la sécrétion d'émail prismatique immature. Là, cette fois-ci, c'est vrai. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Du coup, l'améloblaste sécréteur sans prolongement de tome va sécréter de l'émail aprismatique, mais l'améloblaste sécréteur avec prolongement de tome va sécréter du coup de l'émail prismatique, mais immature. Et enfin, du coup, l'item D, c'est le prolongement de tome qui va sécréter des prismes et de la substance interprismatique. C'est faux et c'est très important de le retenir. Un prolongement de tome va sécréter un unique prisme. Et ce prisme, d'ailleurs, il va traverser du coup toute l'épaisseur de l'émail. Hop. Du coup, voilà, c'est donc un seul prisme par prolongement. Comme ça, je vois un peu. Ok. Du coup, QCM numéro 23, donc à propos de l'amélogénine, ça, on l'a vu du coup dans le cours sur l'amélogénèse, indiquer là où les propositions exactes. Donc 15 à 20 amélogénines forment un agrégat sphérique de 100 à 200 nanomètres de diamètre. Ça, c'est faux. C'est en fait l'inverse. C'est 100 à 200 amélogénines qui vont former un agrégat sphérique de 15 à 20 nanomètres de diamètre. Moi, en fait, je retenais tout simplement le rôle de l'amélogénine. Du coup, bon, j'ai un peu spoilé l'item d'après, mais c'est pour expliquer. Du coup, la mélogénine, en fait, elle va bien espacer tous les cristaux et tout, et elle va empêcher la fusion latérale, par exemple. Et en fait, elle doit les espacer du coup un petit peu. Et en fait, le fait d'avoir 15 à 20 nanomètres de diamètre, c'est un petit espacement, certes, mais c'est toujours un espacement du coup entre les cristaux qui va contribuer à la bonne formation de l'émail. Du coup, voilà, donc c'est 100 à 200 amélogénines qui vont former un agrégat sphérique, une petite sphère de 15 à 20 nanomètres qui va s'interposer du coup entre les cristaux. Ensuite, du coup, B, C et D. Donc B, c'était les agrégats sphériques. Donc ces petites sphères, elles vont contrôler l'orientation des cristaux et empêcher leur fusion latérale. Ça, c'est vrai, je viens de le dire. Du coup, ça va en fait s'interposer et puis ça va contribuer du coup à la bonne formation de l'émail. Ensuite, l'item C, les amélogénines s'assemblent pour former des nanosphères d'amélogénines. En effet, on les appelle nanosphères puisqu'elles sont de l'ordre du nanomètre. Et c'est des petites sphères. Et enfin, l'item D. L'item D, c'est l'amélogénine est une protéine, oui. C'est une protéine comme la tuftéline, etc., les namélines qu'on voit aussi, mais on ne les détaille pas, juste on en parle dans le cours. C'est pas grave si vous ne les avez pas retenues encore, hein. C'est le tout début. Mais l'amélogénine, c'est vraiment celle sur laquelle on va appuyer puisqu'elle est importante du coup au niveau de l'espacement des cristaux, etc. Et voilà. Le QCM24, du coup, à propos des améloblastes de maturation, indiquer là où les propositions exactes. Donc là, c'est par rapport aux bordures, en fait, les bordures plissées et les systèmes de jonction. Du coup, on nous dit que les améloblastes de maturation à bordure plissée ont des systèmes de jonction distaux serrés. Je vais lire tous les items et ensuite je ferai la correction. Ensuite, dans l'item B, on dit que les améloblastes de maturation à bordure plissée ont des systèmes de jonction distaux lâches. Dans l'item C, on nous dit que les améloblastes de maturation à bordure lisse ont des systèmes de jonction proximaux lâches. Et dans l'item D, on nous dit que les améloblastes de maturation à bordure lisse ont des systèmes de jonction distaux serrés. Et du coup, tout ça, c'est faux. J'ai tout inversé, en fait, c'est tout l'inverse. En gros, moi, j'avais un moyen mnémotechnique qui était pas mal pour retenir ça. C'est PDS, en fait, plissé, disto, serré. Je me disais, un améloblaste à bordure plissée, en distalité, il aura des jonctions serrées. Et en fait, le reste en découle, puisque du coup, en proximal, ce sera lâche, et inversement, du coup, pour les améloblastes à bordure lisse. Voilà, donc retenez vraiment plissé, disto, serré. Vous aurez tous les points à tous les QCM sur ça, c'est sûr. Et enfin, du coup, dernière question. À propos de l'amélogénèse, indiquez là où les propositions exactes. L'améloblaste de protection, bon, je l'ai dit du coup, protège l'émail jusqu'à l'arrivée de la dent en bouche, ça c'est vrai.
Ensuite, dans l'item B, on nous dit qu'un excès de fluor pendant l'amélogénèse peut mener à une fluorose. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner trop de fluor non plus aux enfants parce que du coup, ils ont des taches sur les dents, après des petites taches blanches. Voilà, bon, après, c'est bénin, c'est pas pathologique vraiment. C'est vraiment plus esthétique. Ensuite, dans l'item C, on nous dit l'émail est un tissu avasculaire et non innervé. C'est faux. Alors, c'est vrai que c'est avasculaire et non innervé, mais attention, l'émail n'est pas un tissu, c'est une structure. Et on dit que c'est une structure en différenciation avec tout ce qui l'entoure qui s'appelle tissu, puisqu'en fait, l'émail est acellulaire, c'est-à-dire qu'il ne contient aucune cellule, donc il ne peut pas être un tissu, puisqu'un tissu contient obligatoirement des cellules. Du coup, vous retenez bien, l'émail n'est pas égal à un tissu, l'émail est égal à une structure. Et enfin, dans l'item D, on nous disait que l'émail se formait uniquement au stade de la couronne. Et ça, c'est vrai, du coup. Et d'ailleurs, en fait, vu qu'il se forme uniquement à ce stade, une fois qu'il sera altéré, il n'y aura plus de reconstitution de l'émail possible. Donc, si vous vous abîmez l'émail, il sera toujours abîmé. Alors que, donc, vraiment, il se forme en fait pendant un laps de temps donné, contrairement à la dentine qui se forme un petit peu tout au long de la vie. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que les tubuli de la dentine peuvent s'oblitérer, parce qu'en fait, la dentine se forme continuellement. Hop. Et voilà, du coup, FAQ, si vous avez des questions par rapport au cours, au programme, à l'organisation, à comment bosser tel ou tel cours, n'importe quoi, n'hésitez pas. Ok. Il reste 10 minutes. Si vous avez besoin aussi que je revienne sur quelques QCM ou quoi, parce que je suis allée un petit peu vite du coup pour pas qu'on termine en retard. Mais du coup, c'est le début. Ne paniquez pas si vous n'avez pas juste à tous les QCM, c'est totalement normal. Là, c'était vraiment pour vous balayer un petit peu tout ce qu'on avait vu, toutes les notions. Vous pourrez le refaire ce DM si par exemple vous avez un petit peu avancé et que vous êtes plus à l'aise en fait avec les notions dans le semestre. Vous referez le DM. Ça ira tout seul. Vous y arriverez bien. Voilà, voilà. Ouais, moi, en vrai, sur la première partie, au niveau de l'introduction à l'anatomie, je pense que la prof, elle vous fera pas forcément des QCM comme ça, mais je trouvais que c'était hyper important de vous mettre des photos pour visualiser les choses parce qu'on retient beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus productif que juste d'apprendre bêtement des choses, que là, vous les voyez et vous avez juste à imaginer le truc et après répondre au QCM. Donc, globalement, tout ce premier chapitre là qu'on a vu sur l'anatomie dentaire, c'est beaucoup de visualisation, même au niveau de la formation avec le stomadum et tout. Alors, franchement, je pense que si vous le voyez et que vous arrivez à le refaire dans votre tête, après, les QCM, ils en découlent. Donc voilà. On va voir quoi d'autre. On a encore... En fait, on a encore 2 cours chacun. Là, on vous a fait 4 cours sur les 8. Vous avez 8 cours au programme d'odontologie. Moi, du coup, j'ai fait 2 cours et Enzo en a fait 2 et il nous en reste 2. Donc moi, avec moi, vous verrez le squelette crânio-facial et un autre cours sur l'appareil pharyngé. Alors, le cours sur l'appareil pharyngé, c'est vraiment un petit cours, il fait même pas 5 pages, vous verrez, c'est vraiment easy. Et par contre, l'autre cours sur le squelette crânio-facial, il n'est pas compliqué, mais il faudra le voir plusieurs fois avant de bien le retenir, puisqu'il y aura pas mal de dates. Ça ressemble un petit peu à l'embryologie, mais il est très intéressant et très important pour comprendre les formations de la dent, etc. Et du crâne. Et du coup, je te laisse dire les 2 cours qui te restent à toi. Ouais, donc moi j'ai fait donc l'introduction à l'anatomie dentaire et l'odontogénèse, donc le développement dentaire. Et les 2 autres cours qui suivent, c'est un cours sur la mastication et le dernier sur la sensibilité dentinaire. En vrai, c'est des cours qui sont, je trouve, super cool parce que on voit les choses et c'est des choses un peu du quotidien aussi qui servent. Donc c'est ouais. Et donc vous allez voir l'odontologie, c'est trop cool. Je veux juste rajouter par rapport aux cours qui vous restent. En fait, là, on a un petit peu axé sur les cours qui sont entre guillemets les plus denses et les plus fondamentaux pour comprendre, donc l'introduction par exemple. Mais en fait, là, les 4 cours qui vous restent, il y en a 3 des 4 qui sont vraiment assez simples et très rapides à faire. Donc, vous verrez, c'est assez vite bouclé l'odontologie. Donc, on vous a fait 4 cours, il vous en reste encore 4, mais 3 des 4 sont vraiment on va dire, plus rapide. Voilà, il y en a un qui est un petit peu plus dense, mais c'est faisable, vous verrez, c'est intéressant. Et du coup, il y a une question. Euh, Globalement, les 2 questions se rejoignent. Ça concerne donc la dentition et la denture. Non, ça va, c'est bon. Donc en fait, comme on l'a dit, la dentition, c'est avec tout ce qui est le développement
des dents. Et là, ça va être vertical, ça va être le développement. Donc vertical, c'est quelque chose de dynamique, alors que la denture, c'est quand on prend à un moment donné, on prend une photo, on va voir, on va constater qu'on a des dents temporaires, une denture temporaire, donc avec que des dents de lait, une denture mixte avec un mélange de dents de lait et des dents d'adultes définitives, et une denture permanente avec que des dents définitives. Donc, la différence entre la dentition et la denture, c'est ça, c'est que la dentition, c'est vraiment dynamique, c'est tout le processus de développement des dents et le remplacement, en gros, de la dent de lait à la dent définitive. Donc, on voit que c'est un truc, c'est un processus ouais, dynamique et vertical. En fait, il faut vraiment voir que ben, votre dent définitive, elle est au-dessus, elle va pousser la dent de lait pour que la dent de lait tombe. Et la denture, c'est vraiment à un moment donné, un état, c'est figé. Et pourquoi dans la première dentition, on dit qu'il y a 32 dents, alors que dans la deuxième, il y a les dents permanentes et on dit qu'il y en a 20. Alors ça, c'est la prof, normalement, enfin, je verrai avec ce qu'elle va dire cette année, mais c'est quelque chose qu'elle veut un peu enlever parce que c'est tendance, ouais, ça porte à confusion. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que dans la dentition, on dit qu'il y a 32 dents, puisqu'elle compte tous les germes dentaires. Et donc, du coup, la première dentition, ben, elle compte les prémolaires définitives et les molaires temporaires. Et dans la deuxième dentition, elle ne compte pas du coup les prémolaires, puisqu'il n'y a pas de prémolaires temporaires. Je ne sais pas si c'est très clair ou pas, mais normalement, elle devrait l'enlever, ça, parce que c'est... Même elle se contredit dans son cours à chaque fois. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de prémolaire en dentition temporaire, puisqu'on a donc les 5 dents dans les mi-arcades, les 2 incisives, la canine et les 2 molaires temporaires. Et ensuite, les 2 molaires temporaires, elles vont donner donc les prémolaires et les molaires. Est-ce que c'est clair ou pas pour toi, Roman, du coup? Okay. Une méthode de travail adaptée pour les autres. On répond un petit peu tous les deux. Alors déjà, il n'y a pas une bonne façon de faire. Moi, je dis toujours, il y a autant de méthodes de travail que d'individus. Mais après, l'odontologie, c'est pas trop une matière prise de tête. Donc moi, je vous conseille de ne pas l'avoir forcément en une journée, faire que de l'odonto. Après, ça dépend vraiment de votre organisation. Mais je pense que la bonne chose à faire, c'est de la mettre entre 2 gros cours, par exemple. Puisque après, quand vous maîtrisez les cours, en fait, ça va assez vite de réviser l'odontologie. Mis à part pour quelques cours avec pas mal de dates où là, vraiment, il faut se poser et puis passer parfois quelques heures dessus. En général, les cours d'odontologie sont assez rapides, donc c'est bien de les interposer, moi je trouve, entre 2 cours d'anatomie, par exemple, puisque l'anatomie, c'est assez dense. Voilà. Après, comment la travailler pour l'odonto, du coup? Bah, en fait, ça dépend des cours. Déjà, je pense que le premier cours à maîtriser, c'est les fondamentaux, du coup, c'est l'introduction. Et ensuite, il faut bien visualiser pour certains cours, bah, pour l'introduction notamment. Pour l'odontogénèse, je trouve que c'est très important de visualiser tous les stades, cupule, cloche, etc. Et aussi pour un cours du coup qui va sortir ensuite, c'est l'appareil pharyngé et surtout le squelette crânio-facial, où là, il faudra aussi de la visualisation. N'hésitez pas à refaire les schémas. Moi, je faisais des petites fiches et tout pour bien retenir ça. Et voilà, si tu as quelque chose à rajouter sur les méthodes de travail, comment travailler, comment Ben, moi, pour l'odonto, je sais que les premiers cours, quand je les ai lus pour la première fois, j'ai vraiment eu du mal. Mais en fait, une fois que j'avais compris, après, bah, c'était hyper simple à retenir. Donc, j'essayais vraiment de visualiser. Je faisais des fiches. Une fois que j'avais vu le gros, je me faisais des fiches récap. D'ailleurs, on vous en mettra des fiches récap. Après, bah, j'avais juste à relire les points principaux et généralement, j'arrivais à savoir la suite. Donc, je dégrossissais le travail. Enfin, je comprenais, mais comme un peu pour toutes les matières, je comprenais la chose. Et une fois que j'avais compris, après, j'apprenais les points précis par cœur parce que de toute façon, il faut apprendre par cœur. Il y a pas le choix. Et ouais, beaucoup de visualisation. Il y a juste donc une dernière question avant de terminer qui reprend donc l'item, le QCM 8 et l'item B. Donc l'item, c'était le bourgeon nasal est issu du bourgeon céphalique antérieur. Donc l'item est faux puisque en fait c'est l'inverse. C'est le bourgeon céphalique antérieur qui est issu du bourgeon nasal. Je crois que j'ai pas mis. Normalement, c'est oui parce que c'est le bourgeon céphalique antérieur qui va se transformer en bourgeon nasal. Donc, du coup, c'est ça. Oui, parce que c'est le bourgeon céphalique, pardon, le bourgeon céphalique antérieur
qui va devenir le bourgeon nasal. Et donc, après ce bourgeon nasal, il va être formé un épithélium continu avec le maxillaire inférieur. Donc, du coup, le bourgeon nasal est issu du bourgeon salique antérieur. Oui, non, oui, non, du coup, l'item est vrai, pardon, c'est vrai. Oui, l'item est vrai. Bien vu. Bien. Oui, donc c'est ça, l'item est vrai. Parce que, oui, oui, l'item est vrai. Je corrige ça. Bien vu, Emilien. Vous êtes déjà trop chaud, punaise. Bon, qu'est-ce que je veux dire? On va clôturer le live, là, c'est la fin. Et je voulais aussi rajouter juste un dernier petit truc par rapport aux méthodes de travail. C'est aussi la répétition. La répétition, c'est à la base de l'apprentissage. Donc, surtout au début, quand vous ne connaissez pas encore les cours et que vous n'avez pas encore plein de cours, commencez directement à revoir le plus souvent possible les cours que vous avez déjà vus au moins une fois pour en fait les revoir et les revoir avant d'avoir tous les autres cours à gérer à côté. Puisqu'ensuite, une fois que c'est maîtrisé, en général, ça va. Il faut quelques révisions, mais pas énormément. Mais voilà, du coup, la répétition, c'est important aussi. Voilà, on va terminer le live du coup. Et j'espère que ça aura pu vous aider. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. On y répondra au plus tôt et le plus vite possible. Voilà, voilà. Merci en tout cas à ceux qui sont venus, ça nous fait plaisir. Merci, bon courage à vous. Et bon courage. Bonne